Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Avec Laurent Toubiana, professeur, non pas professeur, mais chercheur, tel fut mon erreur. Vous êtes épidémiologiste, auteur de Covid-19, une autre vision de l'épidémie. Et en sous-titre, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Bon, désormais, ils sauront. Et vous nous appelez d'ailleurs au 0826 300 300 tout au long de l'émission. Et c'est publié chez L'Artilleur. Bonjour Laurent Toubiana. Oui, merci de m'accueillir. Alors, c'est publié. Je vais faire tout de suite une petite vérification. Effectivement, je ne suis pas professeur. Et deuxième rectification, c'est une coédition avec Ballet Masque, dont Xavier Leguet, le fondateur, et qui a signé la préface. Oui, j'ai vu ça. Mais Ballet Masque, maison d'édition également ? Non, c'est pas une maison d'édition, mais c'est disons que c'est une chaîne, qui a une plateforme. Très bien. Ballet Masque, oui, on voit à quoi ça fait allusion, en tout cas. Alors, Laurent Toubiana, écoutez, on vous avait reçu, et toujours avec plaisir, il y a quelque temps, et puis là, ça y est, le livre sort. Alors, ce livre, il est très intéressant, évidemment, je le recommande à tous, parce que vous faites le bilan de 2 ans de gestion du Covid-19 depuis qu'effectivement c'est apparu en France, depuis pratiquement, vous rappelez le confinement. Le confinement, c'était le 17 mars 2020, presque 2 ans jour pour jour, enfin on n'est pas loin. Et qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé? Est-ce que vous dites, Laurent Toubiana, vous dites qu'au fond, presque, corrigez-moi si je me trompe, vous dites que la gestion du Covid-19 a été presque plus grave que le Covid lui-même? Oui, c'est exactement ce que je dis. Je dis ça, oui. Et je l'ai dit dès le début, pratiquement dès le début. Alors en effet, ce livre reprend ce qui s'est passé au cours des 2 années, en disons 2 périodes. Une première période que j'ai appelée la période de sidération. Oui. C'est une période de surprise. Et puis une deuxième période beaucoup plus longue, parce que la période de sidération a duré à peu près 4 mois. Oui, vous dites de mars à juillet 2020. Voilà, à peu près. C'est une période avec, si vous voulez, un stress initial, puis une sorte de récupération jusqu'à juillet. Puis après, une longue période commence, c'est la période de la terreur. Donc, qui continue encore, dites-vous. Alors je dis qu'elle n'est pas terminée, cette période, puisque, si vous voulez, systématiquement, on reprend le même scénario, on en fait des rebonds, et donc c'est une sorte de storytelling, si vous voulez, de la vague qui arrive, etc., etc. La quatrième, la cinquième, etc. A priori, ce scénario-là peut être rejoué très souvent. Oui, tant que les gens ne prendront pas conscience, et je vous dirai pourquoi les gens ont des difficultés à prendre conscience du mécanisme, tant qu'ils ne prendront pas conscience de ce mécanisme-là, ça peut durer très longtemps. Alors, donc voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'écris ce livre, et ce livre, finalement, n'a pas de prétention d'expliquer les choses aux gens. Il prend simplement... c'est un témoin. En gros, c'est un témoin de... Oui. Non, je veux dire, justement, on va parler de ça, d'abord, quand vous dites une autre vision de l'épidémie. Et j'aimerais qu'on parte peut-être de la base, et c'est-à-dire des mots, vous parlez vous-même des mots. Vous dites épidémie, et vous dites, je vous cite, effectivement, c'est une épidémie mineure, c'est une virose relativement banale. J'emploie vos propres mots, une virose relativement banale. Mais on a parlé, nous, parce que c'est dans le monde, de pandémie. Déjà, est-ce que le mot pandémie n'induit pas autre chose que épidémie? Je voudrais qu'on peut-être, l'épidémiologiste que vous êtes, qu'on exprime, c'est quoi ces mots exactement, si on est définir? Bon, une pandémie, c'est une épidémie qui se répand sur un territoire beaucoup plus vaste que ce qu'on peut dire d'une épidémie. Une épidémie, c'est un phénomène spatio-temporel. C'est-à-dire que des cas de malades apparaissent dans un lieu donné, à un moment donné. Et lorsque un nombre de cas émerge d'une manière brutale, ou plus ou moins brutale, on va dire, eh bien, on
peut dire que nous sommes en épidémie. La pandémie, c'est juste ce concept-là étendu à un espace beaucoup plus large, voire à toute la surface de la Terre. Mais ça, c'est pour expliquer ce qu'est une pandémie. Finalement, sur le concept, il n'y a pas une très grande différence. C'est juste une question d'échelle, si vous voulez. D'accord. Oui, ceci dit, justement, je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé quand même 2 ans. On a le temps, on a le recul, mais vous disiez vous-même, d'ailleurs, vous rappelez ce que vous avez écrit en mars 2020, qui était effectivement, sans être, on peut dire, visionnaire, vous étiez quand même très lucide sur ce qui risquait de se passer. Et à propos de la sidération et de la terreur, je voudrais rappeler quelque chose qui s'est dit il n'y a pas si longtemps, et je voudrais savoir ce que vous en pensez, comme ça, à chaud, ça s'est dit dimanche dernier, donc en pleine journée de second tour, par le professeur Megarban à la télévision. Écoutez. On n'écarte pas qu'à la rentrée, il faille refaire une 4e dose pour la totalité de la population. Mais on verra évidemment à ce moment-là, en fonction notamment des variants qui vont circuler. Alors, quand j'écoute ça, qu'est-ce que je dois en conclure, Laurent Toubiana? On n'écarte pas une 4e dose pour la totalité de la population et on reparle des variants en fonction des variants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous répondre à côté. Je vais vous dire, est-ce que M. Megarban est épidémiologiste? Non, c'est un médecin. Et donc, dans mon livre, je fais très bien la différence entre un médecin et un épidémiologiste. Des épidémiologistes, en France, il y en a très peu. Alors, on a vu ce mot-là fleurir, exploser même dans les médias. Oui. Mais en réalité, en France, il n'y a pas beaucoup d'épidémiologistes. Il y a même très très peu de gens qui se sont, pendant longtemps, occupé de la dynamique des épidémies. Et donc, Monsieur Megarban, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et lorsqu'on discute en dehors, je peux dévoiler certaines choses. Oui. Lorsqu'on discute en dehors des studios, dans les couloirs, on s'aperçoit qu'il est d'une ignorance crasse en termes d'épidémie. Donc, néanmoins, il est prescripteur. Il est prescripteur de doses de ce qu'il appelle un vaccin et que moi j'appelle un produit expérimental. Mais je ne suis pas anti-vaccin, je vous dis tout de suite. Comme ça, au moins, on retire ce truc-là. Ouais. Néanmoins, si vous voulez... ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le scénario qui se produit après la période de sidération, et je pourrais revenir sur ce qu'on appelle la période de sidération, le scénario de la terreur, c'est-à-dire celle qui consiste à faire peur aux populations en disant soit que la catastrophe va arriver, soit qu'on va probablement remettre en place des mesures terribles, eh bien ce scénario-là peut se reproduire à l'infini. Et si vous voulez, ce que j'entends ici confirme ce que j'avais écrit d'ailleurs au tout début de la fameuse 5e vague, où j'avais dénoncé justement ce scénario-là qui commence par des experts comme lui, il est expert de quelque chose mais sûrement pas d'épidémiologie, d'épidémie en tout cas, et qui commence à nous dire attention, il est probable que ça, dans pas longtemps on va entendre probablement que dans un pays très lointain des mesures très fortes sont mises en place. Le célèbre variant Kirghiz qui va arriver. Un nouveau avatar du virus va poindre son nez, et si vous voulez c'est le même scénario systématiquement. Donc ce truc-là, il faut que les gens puissent comprendre qu'il s'agit finalement de ce que je vais citer Jacques Ellul par exemple qui écrivait alors pour le citer parfaitement je vais le dire, voilà, dans son livre de 1962, vous voyez c'est pas récent, il décrit ce phénomène. Prenez le micro, excusez-moi, rapprochez-vous du micro. Excusez-moi. Donc dans une démocratie, il faut associer le citoyen aux décisions de l'État, il faut donner aux citoyens le sentiment d'avoir voulu les actes du gouvernement, d'en être responsable, d'être engagé à les défendre et à les faire réussir. Eh bien, pour placer les gens dans cet état de suggestivité, eh bien, le ressort le plus efficace, c'est la peur. Et donc, en répandant la peur, eh bien oui, on fait croire aux gens
que ce qu'ils vont vivre est une catastrophe et donc on les met dans un état de sidération. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Ça s'appelle le management par la peur et on l'a vu s'exercer dans diverses circonstances. On se retrouve tout de suite après les informations avec Laurent Toubiana. Et ne restez pas sidérés derrière votre radio. Appelez-nous au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas seulement moi, le Covid-19, Laurent Toubiana et les masses françaises et mondiales. Avec ce Covid, on n'a pas été épargné. Alors, votre livre, Covid-19, une autre vision de l'épidémie, et effectivement aux éditions de l'Artilleur. Alors moi, je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire, histoire récente, histoire du présent, Laurent Toubiana. L'épidémiologiste que vous êtes, parce que comme vous dites, il faudrait même rappeler qu'il y a les épidémiologistes, c'est pas tout à fait la même chose que des néphrologues ou autres. Je voudrais quand même que vous, en quelques mots, bien sûr, on ne peut pas tout dire, il faudrait des heures, et je renvoie à votre livre. Cette période de sidération, elle s'est caractérisée par quoi? Et puis, on a commencé à en parler, cette période de terreur qui continue encore, elle se caractérise par quoi? Mais commençons par la sidération. Alors, la période de sidération, si vous voulez, c'est une période, comme je l'ai dit relativement courte et qui se produit à peu près tout le temps. C'est-à-dire que, quand je dis tout le temps, dans toutes les épidémies, il y a ça. Et d'ailleurs, dès le 11 mars, j'avais enfin décidé à écrire un truc. 11 mars 2020, je rappelle. 11 mars 2020, oui. À ce moment-là, justement, juste un petit peu avant que tout le monde soit confiné, j'avais déjà, parce que j'ai cette expérience-là, j'avais déjà dit que pendant une période, il faudrait avoir les nerfs solides, car ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire comment ? Les gens ont peur et les gouvernants ont peur aussi. Les autorités ont peur, tout le monde a peur. Et c'est ça la notion de sidération. Mais lorsqu'on a du recul, si vous voulez, lorsqu'on connaît les épidémies, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais écrit mon petit papier, je ne voulais pas y aller dans cette crise, parce que je savais que j'avais des coups à prendre. Alors vous dites quoi, justement? Vous avez dit quoi? Alors, à ce moment-là, j'ai décrit exactement ce qui allait se passer, c'est-à-dire pourquoi j'ai pu le faire? C'est parce que, en tant qu'épidémiologiste, je suis allé chercher les données là où elles se trouvaient. Alors, elles se trouvaient initialement en Chine, mais en Chine, on sait que lorsqu'on commence à avoir des données venant de la Chine, il faut vraiment avoir peur, parce que, en général, on avait déjà vécu ça avec le SARS numéro 1, si vous voulez. À ce moment-là, une fois que l'épidémie est partie, c'est un peu difficile de l'arrêter. Mais là, on avait des informations. Et aussi, on a eu un truc magique à un moment. Ça s'appelle le fameux bateau, le Diamond Princess, qui était une sorte de petit laboratoire dans lequel il y a eu des gens et l'épidémie s'est produite dans ce bateau. Et nous avons eu les chiffres très tôt. Et en voyant ces chiffres-là, en voyant les chiffres de la Chine, on s'est dit, finalement, il n'y a pas trop à s'inquiéter du coup, parce que on avait. Pourquoi il n'y a pas trop à s'inquiéter? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de morts, il n'y avait pas beaucoup de malades, et nous étions dans un endroit confiné, notamment un bateau. Alors souvenez-vous, les Japonais avaient dit, on veut pas que ça débarque chez nous, donc le bateau avait été mis en quarantaine. Ça avait fait un scandale. C'était en mer de Chine. Oui, ça avait fait un scandale à l'époque. Donc ces informations-là, on les avait, tout le monde les avait d'ailleurs, tout était disponible. Il y a eu des publications scientifiques là-dessus, et donc sur la base de ces informations-là, on pouvait à peu près prévoir ce qui allait se passer. Donc moi j'avais fait une sorte de petit modèle, et là on reparlera peut-être des modèles, et j'avais pu estimer à peu près quelle serait ce qu'on appelle l'histoire naturelle de l'épidémie. Mais
Lorsqu'on est épidémiologiste, on peut le faire. Lorsqu'on est quelqu'un qui a oublié tout ce qui se passait, ben là, c'est la panique. Et d'ailleurs, voilà, et alors, ce que vous disiez, juste quand même, pour être très précis et tout ça, vous disiez que, ok, nous sommes dans un pic, mais que ce pic va baisser et cette épidémie va disparaître. Je disais même pas, on est dans un pic, parce qu'on était avant le pic. Oui. Il se trouve que l'épidémie a commencé en France bien plus tôt. En réalité, il y avait déjà des cas avant qu'on puisse... oui, même avant. Même avant. Les premiers... lorsqu'on s'est aperçu de quelque chose, c'est lorsque... D'abord, on a commencé à avoir peur lorsque les premiers cas sont arrivés en Italie, puis... et la mauvaise gestion, mais la mauvaise gestion italienne, je ne veux pas jeter la pierre, mais le fait qu'il y ait eu des morts, et que ces morts étaient essentiellement vieux, c'était des personnes âgées qui sont mortes, et on sait que l'Italie est l'un des pays les plus âgés d'Europe. Ces gens-là sont morts, et ça a créé une panique. Mais cette panique-là existe presque tous les ans pour des épidémies bien plus banales, telles que les épidémies de grippe. Cette panique a été importante parce qu'effectivement, il y a eu un nombre de morts plus important que d'habitude. Et tout ça, c'est expliqué dans mon livre. On explique pourquoi il y a eu plus de morts et quels étaient ces morts. En tout cas, une chose était sûre, c'est que les personnes en bonne santé, c'est-à-dire 90% de la population, elles n'étaient pas atteintes. Donc, à partir de ce moment-là, on pouvait se dire que effectivement, il fallait peut-être protéger les personnes les plus âgées, etc. Mais laisser les autres tranquilles. Et c'est ça, en gros, ma thèse. Ma thèse est double. C'est de dire que des mesures extraordinaires ont été prises pour une épidémie qui, factuellement, lorsqu'on regarde les choses avec calme, est une épidémie relativement banale. Donc, je rappelle que vous l'avez écrit, votre papier, le 11 mars. Le 17 mars, le confinement est décidé pendant 2 mois et demi, presque, ou 3 mois. Vous dites que le confinement, vous le dites, c'était une catastrophe. C'était je vais vous dire même plus. Quand j'ai appris que le confinement allait être mis en place, je me suis dit, ces gens-là iront en prison un jour. Je me le suis dit immédiatement. Car c'est pour ma part, c'était complètement délirant. On appliquait des méthodes d'un pays très démocratique comme la Chine, des méthodes qui n'ont jamais fait leur preuve nulle part, et qui, aujourd'hui, il y a des tombereaux de publications scientifiques extrêmement rigoureuses qui démontrent que ce truc-là n'a jamais fonctionné. Malheureusement, on n'en parle jamais. Les publications dont on parle, ce sont les gens qui ont mis en place le confinement, qui s'auto-congratulent en disant « bah oui, grâce à nous, on a épargné... » Et pourquoi ça ne servait à rien? Laissons les publications, mais pourquoi ça ne servait à rien, à votre avis? Pourquoi pour vous, c'était non seulement improductif, mais contre-productif? Alors, l'une des réponses... et le fait que, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est qu'on a su très tôt qu'une immense partie de la population était insensible à ce nouveau virus. Alors, était-elle immunisés. À l'époque, certains chercheurs parlaient déjà de ce qu'on appelle l'immunité croisée. Ça, c'est un truc comme ça. Très probablement, il y a eu un phénomène de ce type-là, mais si le virus avait été vraiment nouveau et vraiment mortel, nous ne serions plus en ce moment en train de discuter. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas le cas, pas du tout. Donc l'immense majorité de la population étant finalement relativement insensible, je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas malades, mais cette maladie, à eux, ne leur
ne leur faisait pas grand-chose. Hein. Et d'ailleurs, c'est la stratégie qui a été utilisée par de vrais épidémiologistes dans certains pays. Je parlerai par exemple de la Suède. On a très vite balayé cette question de la Suède qui a utilisé une stratégie radicalement différente de la nôtre. Pourtant, c'est un exemple extraordinaire. Et dans mon livre, je dis que j'ai beaucoup travaillé sur un pays équivalent à la Suède, puisqu'il se ressemble en termes de population, c'est le Québec, qui lui a appliqué les mêmes méthodes que nous. Ouais. Et donc en comparant ces deux pays qui se ressemblent assez, on s'aperçoit qu'au final, confinement, pas confinement, pareil. C'était pas la même chose, exactement. On continue d'en parler après cette petite pause avec Laurent Toubiana. Et j'imagine que vous êtes ravis d'entendre tout cela. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Laurent Toubiana, effectivement, ce Covid-19, cette vision de l'épidémie que l'épidémiologiste que vous êtes a. Alors, on a parlé de cette période de sidération, de ce confinement, effectivement, et vous savez expliquer les limites, plus que les limites. Confiner tout le monde, vous savez, ça me rappelle la phrase du jeu romain dans le Docteur Knock. Hein, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Alors, vous êtes tous malades, allez, on vous enferme. Et puis est arrivée la terreur. Alors, je voudrais qu'on parle un peu, mais très concrètement, Laurent Toubiana, de ce management par la peur qui n'a pas été appliqué qu'en France, mais un peu partout, et que provoque effectivement, parce que vous dites ces masses de gens sidérés, mais ils sont sidérés aussi parce qu'ils ont peur, sauf que la peur est devenue une culture avec cette période que vous appelez période de terreur, et dans lequel d'ailleurs c'est intéressant parce que le discours dominant c'était après nous ne savions pas, nous avons beaucoup appris. Oui. Ah ben nous aussi, hein. Mais comment ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette période de terreur ? Qu'est-ce que c'est qu'au fond, non, ce commentaire, comment cette gestion, comment on a géré cette pandémie ou cette épidémie ? Alors, bien sûr, entendons-nous bien, pour éviter d'être taxé de complotisme ou de trucs comme ça, je vais tout de suite évacuer la question. Je ne crois pas qu'il y ait de préméditation. Je préfère le dire tout de suite. Non, mais on est d'accord. Plus personne. Moi, j'essaye en aucun cas d'expliquer le pourquoi c'est passé, ça a été mis en place. Moi, j'essaye de comprendre comment ça a été mis en place, plutôt, et essayer d'analyser d'une manière relativement sereine ce qui se passe. Donc je préfère faire un petit commentaire là-dessus. Maintenant, la période de la terreur a commencé finalement avec ce que j'ai appelé à un moment la testomania. Alors, ça fait référence à mes jeunes années, lorsqu'il y avait une Beatlemania, si vous vous souvenez. Et donc, c'était une période de folie où tout le monde devait aller se faire tester parce que, justement, il y avait, si vous voulez, les médias ont joué un rôle non négligeable là-dedans et le gouvernement aussi. Donc, les tests qu'on n'avait pas au tout début, on les a eus, mais ces tests-là, un test, en fait, c'est fait pour, normalement, confirmer un diagnostic. C'est-à-dire que lorsque le médecin voit quelqu'un avec un tableau clinique correspondant à une affection respiratoire, il est capable de dire, lorsqu'on est en période... aller pour confirmer quelque chose. Mais en général, le médecin n'a pas besoin de confirmer, il sait ce qu'il doit faire. Mais là, on a utilisé les tests d'une autre manière, c'était essayer de comprendre globalement ce qui se passait en France en testant toute la population, ce qui n'a jamais été fait. Encore une innovation. Ben non. Les tests, ça coûte très cher. En fait, c'est gratuit, soi-disant, mais non, c'est pas gratuit du tout. Et lorsqu'il a fallu les payer, les tests, on s'est rendu compte que ça coûtait très cher. Et en France, il y a eu 240 millions de tests pour une population, enfants compris, de 67 millions. Donc ça veut dire que on y est allé franco en termes de tests. Donc l'idée, c'était de tester toute la population. Et là, on s'est aperçu de quelque chose, c'est que l'immense majorité des tests étaient négatifs. Mais
il y avait une toute petite marge de positifs. Mais quand on fait beaucoup de tests, bien, ça fait beaucoup de positifs. Et lorsque on ne ramène pas ça à ce qu'on appelle un dénominateur, c'est-à-dire quelque chose qui permet de comparer, de comparer la réalité du phénomène, eh bien, lorsqu'on sort des chiffres gigantesques comme ça, on se dit, mais ça y est, l'épidémie est là, etc. Non, et surtout, parce que, voilà, qui dit test, donc un test positif, c'est un cas. Et on a confondu cas et maladie. Oui, ça c'est une autre innovation, c'est que d'habitude, dans le langage commun des épidémiologistes ou même des médecins, un cas est un malade. Or, là, un cas était quelqu'un qui avait un test positif, ce qui ne voulait pas dire qu'il était malade, ce qui ne voulait pas dire non plus qu'il était susceptible de transmettre quoi que ce soit, mais un cas était quelqu'un qui était soi-disant porteur d'une trace d'un virus. Et ça, il y a eu une confusion entre cas et malade. Or, dans une épidémie, ce qui caractérise une épidémie, ce sont d'une part des malades et d'autre part, à l'autre bout de la chaîne, des morts. Lorsqu'on regarde le nombre de vrais malades et le nombre de morts qui en découlent, et à l'intérieur des deux, les gens qui sont allés en soins critiques, eh bien, on regarde tous ces chiffres et on s'aperçoit que tous ces chiffres sont ridiculement faibles. En revanche, tous. Mais bien sûr, lorsqu'on parle en chiffres absolus, au niveau de la France entière, c'est énorme, mais on est 67 millions d'habitants, hein, donc il est normal d'avoir des morts. La proportion. Il y a 1% de morts par an en France, hein, donc voilà. Maintenant, le fait d'avoir communiqué sur des cas, donc des gens testés, et non des malades, eh bien, ça a fait augmenter énormément la peur. Pourquoi ? Parce que lorsque on a vous 200 000 cas aujourd'hui, on a 67 000 cas. Alors là aussi, dans le livre, j'explique que dans n'importe quel métier, si vous voulez, on a des outils pour comprendre les choses. Quel que soit le métier, lorsque les gens qui nous informent n'utilisent pas les outils habituels, eh bien, on a du grand n'importe quoi. Donc, je remets dans le livre, je remets en place ce qu'est l'épidémiologie, les méthodes qu'on utilise, etc. Mais pour revenir au test et à la testomania, est-ce que très franchement aujourd'hui, on peut dire que ces tests étaient fiables ? Est-ce que le test PCR qu'on nous demande pour aller dans tel ou tel endroit aujourd'hui, est-ce que c'est fiable? À quel niveau? À 25, à 100, à 100%? Écoutez, ça c'est pas un élément de discussion pour moi, parce que la fiabilité du test, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en fait, en tant qu'épidémiologiste, c'est quel est le nombre de vrais malades. Après, ce que j'ai dit, c'est que les tests qui avaient été faits d'une manière complètement désordonnée et n'avaient aucun rapport, de mon point de vue, avec l'épidémie. Ce qui est important dans une épidémie, c'est le nombre de malades. Or, nous avions à disposition tous les moyens d'estimer quel était le nombre de malades. Nombre de malades. C'est une estimation, bien sûr, sous la forme de sondage, mais qu'il soit malade vu par un médecin, malade vu à l'hôpital, et au final, extrêmement malade au point d'en mourir. Quand on regarde tout ça, eh bien, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'au maximum, le nombre de malades qu'il y a eu pendant cette épidémie, pendant les différentes phases épidémiques, était largement inférieur à ce qu'il y a comme malades au cours d'une simple épidémie de grippe. Largement inférieur. Largement inférieur. Oui, bien sûr, de l'ordre de, on va dire, 5 fois moins de malades. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu un rapport de l'ATIH. L'ATIH, c'est un organisme extrêmement sérieux, puisqu'il dépend du ministère de la Santé. D'accord. Il a fait un rapport où il nous explique que finalement, le niveau d'activité hospitalière concernant le Covid est extrêmement faible.
que nulle part en France, il y a eu, en France, lorsqu'on prend globalement la France, hein, bien sûr, il y a eu des services qui ont été encombrés. Je ne le disconviens pas, mais nulle part en France, il y a eu une saturation des services hospitaliers. À cause du Covid. À cause du Covid. D'accord. Même pire encore, on apprend dans ce rapport que l'activité hospitalière au moment des crises, au moment des formes aiguës de l'épidémie, eh bien, avait diminué de moitié. Vous vous rendez compte, on a fondé finalement l'ensemble des mesures extraordinaires qui ont été prises. Il faudrait revenir en question, mais je pense que le peuple français n'a jamais autant souffert. Mais il est très oublieux, heureusement d'ailleurs. C'est la capacité à revivre, si vous voulez. Vous dites qu'on n'a jamais autant connu de cas, enfin de moyens aussi énormes pour quelque chose qui était relativement faible. C'est ça ce que vous dites? Alors oui, lorsque vous comparez ce qui est à l'origine de ces mesures et les mesures elles-mêmes, c'est un décalage mais total, c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, si j'ai écrit ce livre, ça permet de témoigner de ça. Et j'espère qu'un jour, les gens liront et diront « écoutez, ce gars-là avait raison », comme les gens peuvent dire aujourd'hui, en mars 2020, ce gars-là avait raison, parce que toutes les courbes que j'avais décrites se sont vérifiées. En tout cas, ce sont vos mémoires de guerre, cher Laurent Toubiana, et nous allons en discuter avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous allez prendre la parole dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. À ce point de la conversation, Laurent Toubiana, je voudrais vous poser une question que je pose à tous les médecins ou chercheurs ou autres que nous recevons ici. Avez-vous des conflits d'intérêts avec des laboratoires ou autres ? Vous savez, j'ai envie de vous répondre. Le seul conflit d'intérêt que je puisse avoir, c'est avec moi-même déjà. Et mais surtout, moi je suis un chercheur. Je suis payé quelque part par l'État et je suis payé par les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Mais le conflit d'intérêt, si vous voulez, ce n'est pas uniquement la grossière corruption qu'on peut voir un peu partout par de grosses firmes économiques. Le conflit d'intérêt peut être parfois beaucoup plus... il peut prendre la forme délicieuse d'un passe-droit, d'un retour d'ascenseur. Vous comprenez ce genre de truc, ou de médaille en chocolat. Ouais. Mais pour ma part, ma carrière est derrière moi. Je n'ai donc plus rien à craindre pour une promotion. Je déteste les médailles et encore moins le chocolat. Donc voilà, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Très bien, mais écoutez, il y va toujours mieux en le disant. Et vous avez remarqué, je ne suis pas devin. Et les pronostics que j'ai pu faire à un moment, parfois se sont retournés contre moi, parce que même lorsque je pouvais dire ce que je voyais, d'aucuns ont vu autre chose que la réalité. Donc, à tout moment, il est un peu compliqué de dire ce qui va se passer. C'est quelque chose que... les plus malins ne font sûrement pas. Sûrement pas. Juste docteur, c'est bien intéressant. Bon, là, je suis docteur. Du coup, vous êtes docteur. Bon, c'est pas un lapsus. Je suis pas professeur, mais oui. Laurent Toubiana, je voudrais que vous signiez, mais qu'on soit bref, parce que malheureusement, tellement il y a beaucoup de questions, les auditeurs, mais que vous vous rappelez en matière de médias d'un article de l'agence France Presse publié vis-à-vis de vous en février 2022, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois. Et vous avez cité cela dans votre livre, vous le citez comme exemple de désinformation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement et succinctement ? Alors, succinctement, ça risque d'être difficile, puisque je fais une analyse assez complète de toutes les méthodes qui peuvent être utilisées. D'ailleurs, ça peut être un memento pour les futurs fact-checkers, car toutes les méthodes de manipulation
ici ont été utilisées. Donc je les décris une après les autres. Ça peut être très très long. Mais on peut dire simplement que le simple fait, lorsque vous écrivez un papier, de ne pas au moins appeler la personne que vous allez critiquer, simplement pour essayer de discuter avec lui un tout petit peu. Oui. Pour un journaliste, ce serait quand même pas mal. Eh bien, même ça n'a pas été fait. En revanche, on va chercher d'autres chercheurs qui, dès le début, avaient annoncé des choses extraordinaires. Oui, et donc, en les réappelant, si vous voulez, vous annihilez tout ce qui s'est passé, vous remettez au goût du jour des choses qui sont absolument fausses. Donc voilà comment ils agissent. Mais il y a beaucoup plus de techniques que ça. Je les décris une par une. Mais je décris aussi beaucoup d'autres techniques de manipulation qui ont été mises en place. Donc il y a des chapitres consacrés à ça. On sait qu'il y en a eu beaucoup, effectivement. À votre avis, effectivement, Laurent Toubiana, est-ce que vous pensez que il y a toujours, vous savez, c'est le traité de la servitude volontaire d'Étienne la Boétie, il date pas d'hier, il date du XVIe siècle. Est-ce qu'il y a quelque part, comme dit notre auditeur, volonté d'encadrer, de discipliner, et on revient à la peur et on revient à tout cela? Alors, moi je suis un scientifique, donc toute hypothèse est la bienvenue. Maintenant, un scientifique, ça a une démarche, une méthode. La méthode, c'est d'aller chercher des données, de les traiter et d'obtenir des résultats. Là, je ne peux pas vous dire à qui profite le crime. Mais si crime il y a d'ailleurs, ça c'est déjà encore à discuter. En vérité, ce que je pense, c'est que le crime peut profiter à tout le monde. Alors, tout le monde peut, à un moment, les plus malins, comme dans tout événement en général, des gens peuvent profiter de cet événement. Il est fortuit, il arrive comme ça, et les gens les plus... alors, c'est une explication que je vous donne parce que je n'ai pas envie, et je marche un peu sur des œufs là-dessus. Mais de mon point de vue, il y a des opportunités, il y a des gens opportunistes qui, à un moment ou à un autre, se disent moi je fabrique des produits, je vais essayer de les fourguer. Voilà, c'est de bonne guerre. Alors, ça c'est pas tout le monde, ce sont les plus malins. Ça, oui, je parle des plus malins. Mais quelque part, je suis ici en train de parler dans une radio. S'il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais pas en train de vous parler dans une radio. Peut-être que je vous parlerai de la grippe, parce que ça m'est arrivé quand même. Mais on peut dire, Laurent Toubiana profite de ça, quelque part. Alors, il fait un livre, d'ailleurs, là-dessus. Voilà, je fais un livre, etc. Alors, je ne suis pas bien payé pour le livre, je m'en fiche, d'ailleurs. Moi, ce qui est important, c'est de pouvoir faire un témoignage. Mais tout le monde, à son échelle, peut, à un moment, profiter de la situation. En revanche, est-ce que cette situation est préméditée ? Sûrement pas. Je peux pas croire à ça, parce que pour préméditer une telle situation, il faudrait être suprêmement intelligent. Or, comme dirait Rocard, autour de moi, j'en vois pas beaucoup. Et oui. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre appel. Nous sommes avec Marc qui nous appelle au 0826 300 300. Oui, bonjour Marc. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Docteur Toubiana. Est-ce que vous êtes de la famille du grand professeur Toubiana, médecin qui était cancérologue. Oui, non, c'est un petit détail. C'est un tout petit détail, mais si je suis de sa famille, c'est assez éloigné. Donc ça n'a aucun rapport avec mon nom. D'accord. Enfin, ça a un rapport avec vos compétences en médecine. Voilà, 3 questions. Le confinement, souvenez-vous, ça a débuté après l'élection municipale. Restez chez vous. Si vous ne vous sentez pas bien, que vous toussez, prenez de Doliprane. Appelez le 15 quand ça ne va plus. Est-ce que ça a provoqué, premièrement, la diffusion de la maladie, et deuxièmement, ça a provoqué l'apparition des cas graves, parce qu'à Marseille, ils ont traité plus tôt, et il y a eu 4 fois moins de gens en réa, et 3 fois moins de décès. Première question. Donc, est-ce que ça a augmenté le risque de complications et la diffusion, ce confinement ? Oui,
Oui, allez-y. Oui, allez-y. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur Mercoff? Non, je voulais savoir si vous voulez poser ces 3 questions simplement, Marc. Les 2 autres, posez-les succinctement parce qu'on a beaucoup de monde. Mais c'est très bien. Allez-y. Bon, alors, il y a 3... J'ai noté que non, mais je vais répondre... Non, mais il va répondre à la première. À la première, déjà. Bon, je vais vous répondre à côté. En fait, le système de santé est un système à plusieurs étages. Le premier étage du système de santé, ce sont les médecins. Lorsque vous allez mal, vraiment mal, vous allez voir votre médecin et votre médecin vous soigne. C'est ça le but d'un système de santé. Si les médecins, on leur dit surtout ne soignez pas vos malades, là ça commence à être un peu compliqué parce que ça va engorger l'étage suivant. Et l'étage suivant, c'est l'hôpital. Normalement, l'hôpital est réservé pour les formes graves. Alors maintenant, est-ce que le fait d'avoir dit aux gens prenez du Doliprane, ça va vous soigner? Je ne pense pas, parce que la médecine, c'est autre chose. La médecine, c'est... un médecin qui est proche de son patient, et le simple fait d'être proche de son patient, ça les soigne déjà, si vous voulez, en quelque part. Ça, c'est quelque chose d'intuitif. Tout le monde a vécu cette forme de proximité avec quelqu'un qui va vous aider. Donc, si ça, on le supprime, eh bien, forcément, ça va engorger les autres étages de cette fameuse fusée qui est la santé. Deuxième question, Marc. Je ne suis pas un spécialiste du vaccin, je suis un épidémiologiste et je regarde les choses globalement. Les décisions administratives autour des médicaments, c'est une autre question. Et ça n'est pas mon domaine. En revanche, mon domaine serait de savoir ce qui s'est passé après l'injection du vaccin. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que essayer de calculer le bénéfice qui a été obtenu par cette injection. Ça m'intéresse, et d'ailleurs nous avons voulu monter des études et je suis face à d'énormes difficultés pour obtenir certaines données qui seraient précieuses. Et moi, je n'ai aucune intention maligne dans ma démarche. Je veux simplement être objectif vis-à-vis de ces données. Vous avez demandé, il faut le dire, vous avez parlé hors antenne, Laurent Toubiana, que vous avez demandé, effectivement, puisque c'est absolument, normalement, c'est disponible dans toute la France et à tout le monde, le nombre de morts, enfin les morts, leur statut, et puis leur statut vaccinal. Exactement. Et vous n'avez pas réussi à l'avoir. Pour l'instant, nous ne réussissons pas à avoir... À l'heure actuelle, effectivement, les données de mortalité sont disponibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir les personnes mortes, on les a, elles sont disponibles, tout le monde peut obtenir ces bases de données. En revanche, le statut vaccinal, qui lui aussi est disponible, ça, on ne peut pas l'obtenir. Comment je ne comprends pas, si lui est disponible, pourquoi on ne peut pas l'avoir? On ne peut pas, on doit pouvoir l'avoir, mais des personnes indépendantes comme moi je suis indépendant, je suis un chercheur, je veux chercheur à l'INSERM, je veux faire cette étude, non pas pour incriminer qui que ce soit, simplement pour comprendre. Pour savoir, j'ai compris. Eh bien ça, pour l'instant, on n'arrive pas à l'obtenir. On va peut-être passer à la troisième question, Marc, vous l'excusez, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous attend. Merci en tout cas. Oui, je vais être bref. Dans le Figaro, on parle de l'exploit de M. Macron qui est réélu sans même cohabitation alors que les législatives n'ont pas eu lieu. Donc on parle d'un énorme succès de M. Macron, bravo l'artiste, il a triomphé de tous les soucis qu'il a eu, alors que plus de 60% des gens retraités auraient voté pour lui. Est-ce que le climat de terreur entraîné par ce Covid n'a pas provoquer justement une espèce d'usurpation des élections? Excusez-moi, c'est un peu dangereux, ça dépasse largement l'épidémiologie, nous sommes bien d'accord. C'est une question politique que pose Marc et il a raison de la poser. Après, ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais c'est une question qu'on peut se poser. Ça fait partie des hypothèses. Et quand j'écoute Laurent Toubiana, je me rappelle une merveilleuse... Un jour, j'ai discuté, parce que ça fait 2 ou 3 fois, cher Laurent Toubiana, que vous dites, écoutez, je vais vous répondre à côté de la question. Et bon, l'interlocuteur, je lui disais, mais tu réponds tout le temps à côté de la question. Pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a de la place. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Anne qui nous appelle de Marseille. Bonjour Anne. Oui, bonjour Anne. Bonjour, André Berkov et son invité dont j'ai pas trop retenu le nom. Je veux juste témoigner. Témoigner, c'est pas une question, c'est un témoignage. Allez-y. Je vous explique ma situation. J'ai un pass sanitaire qui n'est pas complet, j'ai 2 doses. J'ai 2 doses. Pour des raisons, parce que bon, j'ai des problèmes de circulation dans les membres inférieurs. Mon mari a eu un zona. Donc, on lui aussi a pris 2 doses. Lui aussi avait vacciné 2 doses. Voilà, mari. donc bon, ça c'est la situation par rapport à l'épidémie, par rapport aux consignes du pass sanitaire, etc. Or, mon mari a eu un problème cardiaque, une urgence cardiaque hier, à peu près à 13h. J'ai appelé les pompiers, j'ai appelé le SAMU. Il a été évacué sur un gros CHU de Marseille. Il a été pris en charge tout de suite. Enfin, tout s'est bien passé. Par contre, moi, pour aller le voir vers 4h, 3h30, pour savoir ce qu'il en était, j'ai été bloquée par le vigile qui contrôlait les passes sanitaires. On m'a dit, votre passe sanitaire n'est pas valable, madame. Alors j'ai expliqué mon histoire. J'ai dit, écoutez monsieur, essayez de me laisser passer quand même. Je sais que je ne suis pas dans les clous, je ne suis pas en règle. Mais mon mari vient d'être hospitalisé dans les urgences de cardiologie chez vous. Il faut absolument que je sache ce qu'il en est. Et là, je me suis rendu compte, vraiment, j'ai touché du doigt l'aberration de ces consignes. Aberration de ces consignes. Et ça s'est continué. Donc aujourd'hui, bon, il a passé la nuit à l'hôpital. Aujourd'hui, il est sorti. Il a eu des examens. Tout est rentré dans l'ordre. Mais je devais aller le chercher à l'hôpital. Il était quand même très fatigué. Et même chose, il s'est produit la même chose? Pardon? Il s'est produit la même chose, on vous a laissé rentrer là. Non, alors on m'a pas fait rentrer. Donc j'ai été obligée de demander à mon mari de descendre, alors qu'il était vraiment très fatigué, de descendre à l'entrée, dans le hall. Je me suis mis devant l'entrée en warning, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de circulation, il n'y a pas de place pour se garer. En warning devant l'entrée. Et mon mari est arrivé à pied, fatigué, il est monté dans la voiture et je l'ai ramené à la maison. Est-ce que ça, c'est quelque chose de normal? Moi, je crois que les gens autour de nous ne se rendent pas compte de toutes les conséquences de cette mesure dans la vie quotidienne. D'accord. Vous prenez l'avion, vous ne savez pas ce qu'on va vous demander comme papier. Vous prenez le train, à la bibliothèque. Moi, je faisais de la gym jusqu'à l'épidémie. Dans un lycée de Marseille, il se trouve que c'était dans un lycée de Marseille, je ne peux plus le faire, parce que je n'ai pas les 3 doses. Je comprends. Attendez, où on va là? Alors justement, où on va là quand même? Je sais que c'est pas l'épidémiologiste, mais c'est le citoyen quand même, et le docteur. Oui, alors, je vous remercie madame, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Nous sommes face à une situation ubuesque. Parce que les gens aujourd'hui sortent dans la rue, sont serrés, etc. Et puis à l'hôpital, il y a des mesures, mais hallucinantes. Alors j'ai vécu exactement la même chose que cette dame. Mon père était hospitalisé et je n'ai pas pu rentrer. Et pour rentrer, il fallait montrer patte blanche, etc. Donc nous sommes très nombreux à avoir vécu cette espèce de folie, si vous voulez, administrative pour... alors l'hôpital, bien sûr, il faut protéger les gens, hein, mais là, ça dépasse l'entendement. Alors, docteur Toubiana, pour terminer, on aurait beaucoup de choses à dire encore, mais on en reparlera bien sûr à d'autres émissions, parce que, hélas, tout cela n'est pas fini. Vous publiez en annexe un rappel qui date de 2010, un rapport du Sénat sur le H1N1, et vous dites tout y était en 2010, donc il y a exactement 10 ans avant le début de Covid-19. Oui, alors ça c'est une expérience qui est extraordinaire, parce que quand j'ai lu ce rapport, alors c'est un rapport qui fait plus de 600 pages. Hein. D'accord. Et c'est le verbatim complet. Lorsque j'ai lu ce rapport, j'ai cru presque que c'était une fake news, tellement ça ressemblait, ça ressemblait à ce que je me suis dit non, on est en train de me mystifier, c'est pas possible, ça ressemble tellement à ce que nous avons vécu. Mais bizarrement, ça ressemble inversé, parce que dans ce rapport, il y a des conclusions qui nous disent exactement ce qu'il faut faire en cas d'épidémie.
Or, on a l'impression, tout y est, tout, mais il faudra lire. Je donne les bonnes pages à la lecture de mon livre, mais en gros, on a l'impression que ce rapport a été lu par des décideurs et ces décideurs auraient fait exactement le contraire de ce qui avait été écrit il y a 10 ans. C'est à l'occasion de la fameuse épidémie. Alors que vous dites que eux donnaient les bonnes recettes de ce qu'il fallait faire. Alors plus que les bonnes recettes, ils disaient en l'occurrence les gens qui étaient particulièrement infréquentables. Et ces gens particulièrement infréquentables se sont notamment retrouvés au Conseil scientifique Covid en l'occurrence. Je n'en dis pas plus. Ils ont été interrogés. Et ces gens étaient déjà à l'époque épinglés. Donc, et ils font partie, malheureusement, alors je sais que je vais avoir les foudres de tout un chacun, mais Monsieur Delfrécy avait été, qui est président, avait été épinglé à ce moment-là. Voilà, et bien d'autres. Scientifique. Voilà. Donc lisez ça, vous allez voir, c'est étonnant. Écoutez, lisez le livre en entier de Laurent Toubiana, Covid-19, une autre vision de l'épidémie, et vous saurez ce que vous ne devriez pas savoir, mais c'est toujours bon de savoir. Encore une fois, n'oubliez pas, il faut avoir question à tout. Et peut-être votre sous-titre, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, faisait justement référence à ce rapport du Sénat. Ce livre est publié chez L'Artilleur et tout de suite Brigitte Lahaye va justement parler du Covid et est-ce qu'il nous a fait prendre conscience que la santé était notre bien le plus précieux.